Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. L'audace est le moteur de tout, cette disposition de l'esprit, cette force en action qui permet de surmonter les obstacles pour améliorer et transformer la société. Dans la conduite et la maîtrise du monde, l'audace n'est pas un programme. Elle nous englobe tous. Elle est une manière d'être, une attitude face à l'action. Cette année, la Cité de la Réussite vous invite à découvrir, partager ou renouer avec l'audace. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Et a priori... 1, 2, 3... Oui, a priori, c'est là que vous applaudissez. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être avec vous et avec ces messieurs qui sont à mes côtés, parce que nous allons parler d'audace. Alors, moi, je vais avoir mon petit coup de cœur comme ça au début, ou en tout cas mon petit coup d'audace. Je vais vous dire simplement que, en la matière et par rapport au sujet qui nous occupe aujourd'hui, à savoir l'audace sans limite, je voulais simplement faire une remarque. Pendant 20 ans, sur une chaîne publique a été imaginé un magazine culturel dans lequel l'art avait une place centrale. La littérature, les arts plastiques, les sciences humaines. Et ce magazine a toujours été à une heure extrêmement tardive. Son slogan, qu'il ait été prononcé par Laura Adler, par Michel Field ou par moi-même, était toujours tard, jamais à la même heure, rarement à l'horaire annoncé. Donc là, pour le coup, on parle d'art et on parle de l'audace du service public qui est au service de la démocratie et de la communauté. Laissons tomber communauté, prenons société
que nous formons. Voilà une première remarque pour introduire, parce qu'après, j'ai plus vraiment la parole, puisque le panel qui est devant moi, que je salue et que je remercie d'être avec nous, va poser toutes les questions à ces messieurs. Ces messieurs, eh bien, je vous les présente. À mon côté gauche, Michel Hazanavicius, qui est cinéaste. Il a à ses côtés Jean Deloisy, qui est président du Palais de Tokyo, et Xavier Vélan, pour terminer, qui est artiste plasticien. Il y a deux choses aujourd'hui dans l'actualité qui unissent Hazanavicius et Vélan, c'est Canal+. Donc là, il y a aussi peut-être une forme d'audace contemporaine par rapport à une manière, notamment à la télévision, de dire les choses. Canal+ a 30 ans et Canal+, peut-être pas aujourd'hui, mais Canal+ antérieurement a été audacieux ou audacieuse. Et ils ont une actualité tous les deux, parce que l'un fait une œuvre pour les 30 ans et l'autre a été au début de Canal. Deux remarques avant de demander à chacun des intervenants ce qu'il pense de la question posée par ce débat. La première remarque, elle me vient du fait que je suis aussi, pour une partie de mon temps, psychanalyste, et elle me vient du fait que la sublimation, et la sublimation peut être une audace, la sublimation pour un artiste, c'est une possibilité d'échapper à la folie. Donc là, il y a une audace qui est pulsionnelle, qui est nécessaire, qui est vitale. Et puis de l'autre côté, je me dis, il y a quelque chose qui s'appelle la culture de masse. Et il y a une notion qui est la notion de marché. Le marché de l'art contemporain, par exemple. Et un certain nombre d'étudiants qui vont poser des questions tout à l'heure font des études sur le marché de l'art. Voilà. Donc, entre ces deux limites, c'est-à-dire la sublimation et le marché de l'art contemporain, il y a sans doute encore un endroit qui s'appelle l'art audacieux, ou l'audace de l'art, ou l'audace sans limite. Messieurs, merci d'être avec nous. À tous les trois, je pose cette question. Que pensez-vous de ce titre à la con ? Jean, si vous voulez. L'audace sans limite, le Palais de Tokyo, a priori... C'est notre boulot. C'est le boulot. Voilà. C'est votre taf. Voilà, c'est notre taf. Je dirais la chose de la façon suivante. Dans le domaine qui est le mien, l'art contemporain, ou plus particulièrement le mien en tout cas, l'art contemporain n'étant pas exactement l'art qui se passe ou qui se voit aujourd'hui, mais l'art qui est fait dans une direction particulière qui est celle de l'invention et de l'exploration incessante de nouvelles limites, dans ce sens-là, la question est tout à fait pertinente, puisque cette extension de l'art contemporain permanente n'est pas une extension par une sorte de progrès continuel qui ferait que l'art de la semaine prochaine est mieux que celui d'il y a 10 000 ans. C'est plutôt une extension du champ de conscience et l'incorporation au domaine de l'art, progressivement, de nouveaux territoires qui viennent nous dire un peu plus de ce qu'est notre humanité à l'intérieur d'une communauté sociale et culturelle. Donc voilà, de ce point de vue-là, en tout cas, le rapport entre l'audace et l'art contemporain est sans limite, en effet. Michel. Bonsoir. En fait, moi, je ne sais pas bien ce que c'est. Enfin, je me suis jamais vraiment posé la question de l'audace. Je dirais qu'il y a peut-être un truc audacieux, c'est le moment où on prend la parole, en fait, le moment où on dit je vais être un artiste, je vais réaliser un film, je vais écrire un livre. Là, il y a peut-être un truc. Après, je sais pas, je dirais que l'audace, c'est un truc qui est... ça relève plus du commentaire, c'est-à-dire que, enfin, dans mon métier à moi, on est confronté à des problèmes économiques, c'est-à-dire à des succès ou non publics. Je pense que je mettrais plutôt le mot insouciance dans mon cas, c'est-à-dire de faire quelque chose qui n'est pas à l'épicentre du marché cinématographique. C'est une forme d'insouciance. Si vous faites un succès, c'est de l'audace. Si vous vous plantez, c'est de la connerie, en fait. Donc Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de dépasser... Mais les deux sont sans limite, c'est sûr. J'entends, mais qu'est-ce qui fait qu'on a envie de dépasser l'adversité ? Parce que pour le coup, dépasser l'adversité ou s'entêter
c'est une forme d'audace aussi. C'est-à-dire que quand vous arrivez avec un scénario écrit en noir et blanc, sans mauvais jeu de mots, que le CNC vous dit « moi j'en veux pas, personne n'en veut, etc. », qu'il faut que Langman arrive derrière et dise bah, « quand même je vais y aller », etc. Pourquoi est-ce que vous vous entêtez? Est-ce que dans cet entêtement-là, qui va être productif après et qui va être successful après, est-ce qu'elle n'est pas là l'audace? C'est-à-dire accepter de rien avoir sous les pattes, quoi. Bon, d'abord, c'était pas si... on en a rajouté un peu. Hein. Non, mais je veux dire, c'était pas si... personne n'en veut. Le CNC a d'autres manières de vous aider. On n'a pas eu l'avance sur recette, mais enfin, il y a quand même plein de... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin, il y a du fonds de soutien, il y a des choses, etc. Et le moment où je fais ce film-là, je le fais parce que je sors de 2 succès qui me donnent la possibilité. C'est-à-dire que je n'aime pas essayer de le faire avant parce que c'était un peu suicidaire. C'est-à-dire que moi, je suis quand même dans un... Enfin, suicidaire, disons... voué à l'échec. Donc j'essaye de... Moi, en fait, la place qui m'intéresse, c'est d'être à la périphérie du marché. Et de faire les films dans les meilleures conditions possibles. Mais là, je viens de faire et enfin, bon, je suis en promotion, désolé de vous en parler, mais disons, je viens de faire un film sur la Tchétchénie. Ça me semble, voilà, The Search, et ça me semble être plus compliqué finalement à faire qu'un film de muet noir et blanc avec Dujardin, parce que c'est aussi une compo. Je veux dire, faire un film avec Dujardin, c'est aussi une assurance quand même de trouver un peu d'argent, surtout quand on sort des 2 OSS. Donc c'est pas si absurde que ça au départ. Maintenant, et puis voilà, l'entêtement... par exemple, il y a un film que j'ai écrit, que j'ai commencé à préparer, on n'a pas eu assez d'argent, les producteurs voulaient le faire quand même, et moi j'ai dit non, je le fais pas. Ça me semble, donc ça personne n'est au courant, mais ça me semble plus entêté que finalement de faire un film pour lequel on a l'argent, quoi. Mais pourquoi le faire? C'est vraiment une histoire d'envie. J'ai la chance de faire ce que j'ai envie jusqu'à présent, enfin d'aller vers mes envies. Donc j'en profite tant que ça rigole, je continue, quoi. Luxe professionnel rare. Xavier, par rapport à l'intitulé du débat qui nous réunit ce soir. En fait, c'est difficile de se situer par rapport à ça, mais parce que ce n'est pas des choses auxquelles on réfléchit, c'est des choses dans lesquelles on est immergé, des problématiques plutôt dans lesquelles on essaie de composer avec des éléments qui sont la réalité. Il ne faut pas voir les gens qui sont dans des domaines créatifs comme plus éloignés de la réalité. Au contraire, la question de réussir à insérer une nouvelle idée dans le réel, on est obligé de considérer autant la nouvelle idée que le réel lui-même. Donc on compose. Mais ce qui me paraît important par rapport à cette notion d'audace, c'est que ça se situe entre 2 notions qui pourraient être l'attention, dans le sens d'être attentif aux choses. La créativité, souvent, c'est aussi de trouver des choses en chemin. Par exemple, on travaille sur un projet et puis... en chemin, on trouve quelque chose qui semble plus intéressant, on arrête le projet, on va vers... Et là, il y a un moment où il faut prendre des grandes décisions et être peut-être un peu audacieux. Mais il y a un autre pôle à cette attention qui est un peu l'opposé et qui est lié à l'audace, qui est une forme d'inconscience. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, comme quelqu'un qui se lance pour faire un double saut périlleux, il faut y aller et puis on ne sait pas très bien comment on va atterrir. Et je pense que quand on travaille dans un domaine de créativité, on est un peu entre cette attention nécessaire et cette inconscience nécessaire. Vous avez dit une chose, insérer une nouvelle idée dans le réel. C'est une belle image. Insérer une nouvelle idée dans le réel. Est-ce que mettre une œuvre de Xavier Veillant devant le château de Versailles, le château de Versailles étant le réel, quelle est la nouvelle idée de ce carrosse postmoderne mauve que vous mettez devant le château de Versailles? En fait, quand on m'a invité pour faire cette exposition, je me suis tout de suite rendu compte que le château de Versailles n'était pas réel. C'est-à-dire qu'il était beaucoup plus présent dans l'imaginaire collectif que dans la réalité. Et donc tout l'enjeu de ce genre d'exposition, c'est aussi de réfléchir
à ce qu'est cette image mentale partagée par les Coréens, les Brésiliens et les gens du Groenland, qui est le château de Versailles. Et comment l'idée du carrosse, c'était un petit peu de créer un trait d'union, assez littéral d'ailleurs, finalement, puisqu'il y avait le carrosse qui était un élément contemporain de l'origine du château de Louis XIV, et puis la manière dont il était traité, qui était plus contemporain du visiteur qui arrive avec son sac à dos et qui a peu de choses à voir avec un membre de la cour en perruque. Donc l'idée, c'était juste d'établir ce genre de lien. Dernière question avant de laisser la parole au panel. Est-ce qu'on peut être audacieux sans argent ? Mais disons que ça a sans doute moins d'impact. Sauf dans le domaine de la création, moi par exemple pour le moment je suis en train de développer un atelier. J'ai un atelier à Paris qui est plutôt comme une agence d'architectes, on dirait, où on fait des maquettes, des choses comme ça. Et en fait maintenant je commence à acheter des machines à bois, des choses comme ça, parce que je suis en train de recommencer à travailler plus manuellement, parce que j'ai de plus en plus besoin de ça. Et donc de ce fait, en fabriquant les choses moi-même, elles coûtent quand même moins cher que de déléguer cette fabrication. Donc tout l'art, c'est aussi de créer, je crois pour un artiste, son autonomie. Ça doit être la même chose pour un réalisateur, de réussir à avoir, de composer avec un environnement. Et c'est sûr que si on n'est pas dépendant d'une production énorme, on est beaucoup plus libre. Donc c'est plutôt une question. C'est sûr que si on travaille dans un laboratoire, par exemple, et qu'on trouve une idée qui change la médecine, ou on découvre un médicament, on découvre. À ce moment-là, on peut avec de la matière grise avoir un levier universel. Dans l'art, je sais pas, je pense qu'on peut avoir des idées, mais c'est vrai qu'avoir des moyens de production, moi je vis le monde de l'art pour le moment un peu comme le monde du cinéma. C'est-à-dire on a quand même besoin d'une certaine démultiplication. Vous êtes d'accord, Michel, sur l'idée de la démultiplication ? En fait, je crois que tout dépend vraiment du médium que vous avez choisi. Effectivement, dans sa production, ça semble cousin du cinéma. Je pense quelqu'un qui fait du dessin de presse, par exemple, n'a pas la même problématique. Il lui faut un feutre, en gros, quoi. Donc, bon. Il faut qu'il y ait de la presse. Oui. Non, mais je veux dire, une fois qu'il est dans ce système-là, bon, il est. Et puis bon, maintenant il y a des canaux de diffusion qui sont un peu multiples, etc. Nous, c'est vrai qu'on est dans un truc enfin, le cinéma, c'est un peu compliqué parce que c'est quand même une entreprise assez lourde. C'est lourd. Oui, c'est compliqué. Un peintre traditionnel, bon, c'est sûr que de toute façon, après, il y a une machine de vente, mais disons, pour la fabrication. On peut espérer faire une toile je sais pas, à 60 € en coût de fabrication qui va être vendue des millions. Nous, on met des millions pour vendre un billet à 10 €. C'est un peu le contraire, en fait. Donc, bon, c'est un peu compliqué, quoi. C'est difficile. Sans argent, pour nous, c'est dur. Il y a toujours des contre-exemples. Il y a un garçon qui a fait Donoma il y a 3 ans. Bon, c'est audacieux. Il l'a fait sans argent, etc. Mais c'est des contre-exemples. Jean, en ce qui concerne l'art contemporain, justement, et le Palais de Tokyo, comment est-ce que vous réussissez à être toujours audacieux ? On ne réussit pas forcément suffisamment, mais on essaye de le faire autant que possible, c'est-à-dire de donner la possibilité aux artistes de faire les œuvres qu'ils réalisent dans des circonstances de liberté maximum. Et il se trouve qu'on a la chance d'être une structure très légère et donc de pouvoir être plutôt du côté de Dionysos que d'Apollon. Je veux dire par là que les grandes institutions doivent mettre en ordre la connaissance de savoir. Ce sont des musées et ils ont un aspect très apollinien comme ça. Nous, c'est le dionysiaque qui nous guette. Donc on essaye d'être au maximum, de permettre à un artiste d'installer, comme Thomas Hirschhorn, d'installer 15 000 pneus, d'y faire un espace de dialogue et de débat permanent, et de mettre au milieu de ces 15 000 pneus 3 cheminées avec des flammes de 2 mètres de haut. On y arrive. Donc c'est une bagarre, mais on y arrive. C'est pas une bagarre financière, c'est une bagarre de sécurité, de précaution, etc. Mais c'est aussi pour aller aussi loin que possible avec l'artiste. Dans ce qui a été dit, vous posiez la question sur l'argent, si vous me permettez une seconde. Donc juste pour vous dire que
En fait, ça n'a rien à voir. Il se trouve qu'il y a des artistes qui ont besoin de moyens de production considérables. Je pense à Jeff Wall, par exemple, quand il fait une photographie, c'est une équipe de cinéma qui est avec lui. Et c'est des acteurs, et c'est des préparations, et c'est des décors, et c'est un travail extraordinairement proche, je pense, de celui de Michel. Quand vous travaillez avec Boltanski et qu'il installe des petits personnages en carton qui reposent sur une tige de fil de fer éclairée par une bougie, eh bien, vous avez un théâtre d'ombre magnifique qui arrive à s'expanser comme ça dans l'espace et qui ne coûte rien. Donc l'un n'est pas plus mauvais que l'autre ou moins connu que l'autre parce qu'il a plus d'argent. Lorsqu'on a fait la Monumenta avec Anish Kapoor, donc là on avait dépensé 4,5 millions pour fabriquer l'œuvre. Et donc les galeries, les mécènes, tout le monde s'y est mis, c'était pas mal d'argent pour faire en fait une fine pellicule de plastique d'un demi-millimètre et qui remplissait effectivement les 30 milliers de mètres cubes de la grande nef. C'était absolument sensationnel, c'était très cher, mais l'effet physique, l'immersion, l'expérience du visiteur était fantastique. Elle aurait pu l'être dans d'autres circonstances. Si un jour l'un des meilleurs artistes du monde aujourd'hui, Thomas Saraceno, fait là-bas dans l'espace, puisqu'il fait des sculptures en toile d'araignée. S'il invite 150 000 araignées à travailler pendant un mois dans l'espace, il fera une exposition pas chère qui sera absolument bluffante et qui occupera la totalité de l'espace. Donc, pas de rapport. Alors, laissez-moi poursuivre sur ce que vous venez de dire. Est-ce que vous observez les artistes? Donc, vous les observez pauvres. Alors, je vais être volontairement réducteur, caricatural et schématique, mais vous les observez pauvres, et certains peuvent avoir du succès. Et est-ce que le succès fait qu'à un moment, l'audace qui était initiale devient une forme de complaisance par rapport à la reproduction qui permet d'être à ce point connu? Mon point de vue, c'est qu'il n'y a pas de généralité. En fait, l'art contemporain ou les artistes contemporains n'existent pas comme une collectivité. Il y a beaucoup de cas de figure. Ce qui est certain, c'est que les bons artistes restent des explorateurs jusqu'au bout. Vous allez, on parlait de Kapoor ou de Boltanski, vous allez chez eux, ils travaillent, ils inventent, ils cherchent d'autres solutions, ils sont obsédés par leur chemin. Et au fond, l'audace qu'ils incarnent, à mon avis, c'est l'obsession de ce chemin. Mais vous pouvez faire toujours la même chose. Pendant 25 ans, Cézanne a fait la montagne Sainte-Victoire. Il a exploré, il a creusé infiniment cette montagne Sainte-Victoire. En fait, il y a deux types de façons de travailler pour les bons artistes. Les autres, on n'a même pas besoin d'en parler. Mais les bons artistes, soit ils sont dans un travail d'évolution, c'est-à-dire ils font glisser leur travail de strate en strate pour arriver à des formes qui se renouvellent et qui nous amènent sur des chemins totalement différents. C'est le résultat de leur audace. Mais il y a quelque chose qui n'était pas tellement considéré dans l'histoire de la modernité de l'après-guerre et qui est l'involution. C'est des artistes qui creusent infiniment à l'intérieur d'eux-mêmes pour faire une exploration de ce qu'ils sont du point de vue de l'être et qui effectivement ne donne pas la sensation d'un changement de forme extraordinaire, mais qui est une creusée, qui est un approfondissement inouï de leur travail. Et donc, dans l'un et l'autre cas, il y a chez les grands artistes un renouvellement permanent, soit par l'intérieur, soit par l'extérieur. Sublime, forcément sublime. Mesdames, Messieurs, je vous laisse un peu, mais non, mais c'est juste, puisque c'est cette idée d'aller au bout de ce qui vous fait créer, et donc éventuellement de se répéter à l'infini, mais dans des choix et dans des comment dirais-je, dans des chemins différents, alors que c'est la même pulsion initiale. Voilà. Vous êtes gentil de vous présenter, éventuellement de cibler votre... Bien. Bonsoir, je m'appelle Arnaud Vink et je suis étudiant en création industrielle dans une école qui s'appelle l'ENSI Les Ateliers à Paris. Donc, je suis donc designer. Et ma question se rapproche du processus créatif, puisque je suis aussi un peu dans ce positionnement-là. Et je voulais savoir à quel moment dans vos processus créatifs êtes-vous le plus audacieux, ou dans quelle mesure de l'idée qui donc, elle, pourrait être audacieuse, ou je ne sais pas dans quelle mesure, jusqu'à la réalisation. Et c'est vraiment là, on va le voir, je pense, en général dans l'art, c'est le fait de matérialiser les choses, de les rendre vivantes, concrètes, réelles, où on va avoir besoin de financement, de mettre en place les choses. Et est-ce que l'audace est aussi très forte à ce moment-là? Voilà, c'était la proportion d'audace entre notre idée et puis ensuite la réalisation de ça. Principe de réalité. Je veux faire ça, mais... Xavier, peut-être.
Vous êtes dans une bonne école. Je pense qu'il y a une chose qu'on oublie beaucoup avec l'art, c'est le fait qu'il faut que les choses tiennent debout, qu'elles soient physiquement présentes. Pour moi, l'art est constitué d'idées, d'innovations. Une œuvre sans concept n'a pas de squelette. Moi, j'aime beaucoup des artistes conceptuels comme Douglas Hubler, Nkawara, des gens qui ont travaillé toute leur vie dans cette verticalité dont parlait Jean. Mais à un moment, il faut, comme je disais tout à l'heure, rentrer dans le réel. C'est-à-dire que la rétention ou la réflexion, à un moment, doit aboutir à une construction, à quelque chose qui va établir une sorte de plateforme, une sorte d'objet avec lequel on va pouvoir rentrer en communication, en rapport avec le regardeur. Et le spectateur qui est pour moi beaucoup plus qu'un spectateur, qui est le but. Moi, le but de mon travail, c'est la personne qui le regarde, c'est même plus que ça, c'est le souvenir que cette personne, ou la dimension psychologique et mentale que la personne va entretenir avec l'art. C'est tout simplement parce que c'est la relation que j'ai aussi, c'est ça qui m'a amené à l'art. Et donc si on veut développer cette incarnation, il faut réfléchir à comment faire quelque chose qui corresponde aussi à des contingences techniques, des contingences matérielles, c'est beau ça. Excellent. Le psychanalyste doit être aux anges. Et ces contingences, c'est par exemple combien de poids on peut accueillir au mètre carré, enfin des choses que Jean connaît par cœur, quelles sont les unités de passage. Si vous êtes artiste, il faut savoir ce que ça veut dire qu'une UP. Hein, c'est une unité de passage. Il y a toujours une lutte, par exemple, entre l'existence de l'idée et l'existence de la règle, de la loi. Par exemple, je vous donne un exemple très précis, mais est-ce que la Vénus de Milo doit être ignifuge pour pouvoir être exposée dans un musée? Est-ce qu'un tableau doit être ignifugé? Est-ce qu'une installation doit être... des questions comme ça, très pratiques. J'ai complètement oublié votre question, pardon. C'était sur ta mère, je crois. C'est l'audace d'un bout à l'autre. Hein. Est-ce que l'audace peut s'émousser par rapport quand on est contingenté par le réel? Est-ce qu'à un moment, le concept initial est perdu? Elle peut s'émousser, mais la contingence est aussi une manière d'affûter ses armes. C'est-à-dire qu'on doit trouver un passage. Et ce passage croise la pression du temps, de l'argent, des psychologies des gens avec qui on travaille, des désirs, et de la manière où est-ce qu'on veut emmener son travail, qui en fait, je parlais du spectateur, mais c'est aussi une démarche très égocentrique. Hein. On voit bien que les artistes travaillent de manière un peu comme en forme des sortes de pétales de fleurs autour d'un cœur qui est toujours au même endroit, quoi. Donc on fait des circonvolutions, on revient tout le temps. Mais ce qui me paraît aussi important de voir, c'est que tout à l'heure on parlait d'argent et de ce rapport à l'argent. Par exemple, si je prends les gens en France ou ailleurs, je pense par exemple les Daft Punk. Je pense à Anish Kapoor ou à Jeff Koons ou à des artistes. Il n'y a pas un article sur Jeff Koons où on ne parle pas d'argent, du trader, etc. Jeff Koons, il s'en fout complètement. Ce qui l'intéresse, il a une mission, c'est une sorte de missionnaire. Et les Daft Punk, c'est pareil. Il y a un rapport au succès, à l'environnement, qui sait très bien, s'ils démultiplient leur puissance, je pense que c'est la même chose pour vous. C'est-à-dire que quand on est dans des moyens pop, disons, on a envie de toucher le maximum de gens et on touche une économie qui va... on est obligé de s'insérer dans cette économie, de composer avec celle-là. Mais ça ne veut pas dire que c'est le but. Le but, c'est... je pense aussi à Murakami, par exemple. Murakami qui fait des prix hallucinants, Takashi Murakami. Quand vous le connaissez, c'est un type, c'est incroyable, quoi. Il est beaucoup plus impliqué dans son travail que moi. C'est un moine. Enfin,
Donc c'est étonnant parce que pour le moment, dans le milieu de l'art, on a la chance d'être dans un environnement où il y a beaucoup d'intérêt et il y a aussi beaucoup d'argent qui circule. Il faut beaucoup se méfier de la manière aveuglante dont cette présence économique est mise en avant, parce qu'elle ne concerne pas les 3/4 des artistes qui travaillent et qui n'ont pas beaucoup de moyens. Mais ça change pas, ça ne détourne pas, il n'y a pas de grand détournement. Et il y a une ligne qu'on essaie de suivre qui est un peu toujours la même. Michel, sur cette idée de... Moi, de manière plus pragmatique, enfin nous comme on est un peu des comptes à rendre avec un public en fait, et le public il a des usages, il a des habitudes, et la manière dont on regarde les films est très cadrée en fait. Donc vous pouvez dire je vais faire un film de 30 heures, mais c'est vrai que c'est audacieux, mais vous aurez peu de chances que des gens le voient en fait. Aussi parce que c'est pas seulement des histoires économiques, etc. C'est que le regard d'un spectateur, il peut encaisser 2 heures de spectacle, 2 heures et demie, ça peut monter jusqu'à 3 heures, mais vous avez de toute façon, voilà. Donc quand vous faites plus de 2h20, par exemple, vous perdez une séance au cinéma, donc ça a des implications économiques assez lourdes, voilà. Vous avez 4 séances au lieu de 5 séances par jour. Donc mais je crois qu'on parle à peu près de la même chose, c'est-à-dire à un moment donné, rentrer dans un cadre qui n'est pas que économique, c'est aussi un cadre de fonctionnement de votre industrie qui fait que c'est aussi en répondant à ces demandes que vous gagnez votre liberté pour la suite aussi. Après, très concrètement, maintenant, dans le processus, pour moi, le mot audace, vraiment, c'est vraiment la première fois que enfin, disons la liberté. C'est une question à la con, je suis d'accord. Mais... Non, enfin, je me suis jamais posé la question il y a un côté acrobate, je trouve, dans le côté, enfin, l'audace. Le mec a sauté au-dessus de 8 autocars avec sa moto. Enfin, ça fait un peu ça. Bon, bref. Ce que je veux dire, c'est qu'au début, par contre, la première idée, le moment où vous dites, en fait, voilà, mon prochain film, en fait, ça va être ça. Le choix du film, là, vous marquez un truc, vous marquez votre territoire, vous marquez un truc de votre liberté. C'est vrai que aujourd'hui, si je dis, bon, je vais faire une comédie romantique, bon, ok, il y en a 12 par an, bon. Si vous dites je vais faire un film, un thriller, un truc, un machin, en fait vous rentrez un peu dans des cases. Voilà. Et puis à un moment donné, vous pouvez faire un film qui est effectivement très différent et c'est un peu une déclaration de liberté. Et après, dans le processus de fabrication, pour moi, en tous les cas, c'est comme ça que ça marche. Au tout début, vous avez plein de liberté parce que parce que ça coûte rien. Enfin, moi, je travaille dans un bureau, j'ai des post-it et des fiches et un stylo. J'ai même pas d'ordinateur et en fait. Tout est bon, en fait. Je ne me fixe aucune contrainte. Et donc, je note toutes les idées qui ont un rapport plus ou moins proche avec mon envie de départ. Mais donc, j'ai le droit à tout, quoi. Et puis après, dans le processus, vous rentrez là dans la contrainte, dans la rigueur et dans la construction un peu, si ce n'est mathématique, en tous les cas, structurée et architecturale pour faire... moi j'aime bien ce qu'il vient de dire sur faut que ça tienne debout. Une histoire, faut que ça tienne debout, c'est-à-dire que vous pouvez pas faire n'importe quoi. Il y a des règles, ou plus que des règles, des principes en fait de narration qui fait qu'un personnage ça se présente, les rapports entre des personnages ça s'expose. Vous avez le droit de faire un film avec des dinosaures par exemple, mais faut en parler assez tôt dans le film. Vous les faites pas arriver au bout d'1 heure, les dinosaures. Je veux dire, ça a l'air idiot, mais il faut le faire. Et voilà, donc ce genre de choses, là, vous êtes vraiment dans la contrainte, etc. Ceci étant, à des moments, face à des contraintes inattendues, parce que ça, c'est des principes que vous êtes censé apprendre et commencer à maîtriser. Plus vous travaillez, plus vous êtes censé maîtriser ces principes-là. À des moments, il y a des contraintes inattendues. Et là, votre manière de répondre, elle vous appartient à vous. Et là-dedans... vous pouvez faire des trucs qui normalement ne se font pas. Donc je vais vous donner, enfin c'est pas très élégant. Je vais vous donner un exemple d'un truc que j'ai fait moi, mais
Dans un des OSS 117, il y avait un moment donné, ils étaient coincés dans un fleuve avec des crocodiles. Et j'avais écrit toute la scène. Et, enfin, ça coûtait hyper cher. C'était des cascades, ils faisaient un plongeon, il y avait des gens, il y avait une cafétéria. Enfin, bon, c'était relativement marrant, mais c'était surtout hyper cher. Donc, comme toujours, les films sont trop chers, il a fallu couper. Donc, je savais qu'en coupant cette scène, je gagnais vraiment beaucoup d'argent. Donc, j'ai coupé la scène, mais il fallait quand même que je sorte le mec de cette rivière de crocodiles, quoi. Et donc, je restais avec ce problème sur les bras. Et donc, en fait, j'ai fait un fondu au noir. Et puis, je les ai retrouvés après. En fait, et ça se passait au Brésil. Donc, après, il marche dans une rue à Brasilia. Et le mec dit putain, je suis pas fâché qu'on se soit sorti de cette rivière aux crocodiles, quoi. Et grosse audacieux. économie, audacieux, grosse économie et un rire en fait. Donc moi j'étais preneur. Mais effectivement. Mais Michel, quand je vous entends parler, vous avez commencé votre propos en disant le public demande. Donc, par rapport à cette demande, j'essaie, moi, réalisateur de cinéma, de correspondre, ou en tout cas de faire apparaître le dinosaure avant les 2 premières heures du film. Quand vous faites un film en noir et blanc, là, pour le coup, vous êtes complètement à contre-temps de cette demande, puisqu'il n'y a pas de couleur et il n'y a pas de verbe. Or, aujourd'hui, on est dans le multicolore et dans le verbiage permanent. Donc là, c'est peut-être là qu'est l'audace, de dire je tiens à ça. Oui, à un moment donné. Maintenant, en fait, quand je vous dis il y a une demande, moi je dis pas je réponds à la demande, surtout pas, parce que non, j'entends. La question, par exemple, s'est posée sur le. Donc il y a une économie du système, voilà. Au sens large du terme, pas il y a plein de gens qui vous expliquent tout le temps ce que le public veut, ce que les Français veulent, ce que les Français ont compris, ce que les Français ceci, ce que les Français cela. Bon. Moi, je pense qu'on n'en sait rien maintenant. Mais par exemple, un cas précis, après OSS 1, je fais un truc incroyable, je fais OSS 2, et donc du coup, là, il y a quand même, on peut imaginer qu'il y a une demande d'un certain truc. Maintenant, je sais très bien que si je fais ce que les gens attendent, ils vont être déçus, parce que je vais faire ce qu'ils auraient pu faire, donc il n'y a pas de surprise. En même temps, si je les surprends complètement, ils vont être déçus parce qu'il y avait quand même une attente. Donc et en fait, à chaque film, on peut se poser cette question. C'est-à-dire, vous faites un rendez-vous, il faut que vous soyez au rendez-vous. La surprise, c'est pas des. En fait, j'étais pas du tout à la Concorde, j'étais place de l'Étoile. Surprise. Mais en attendant, donc il faut que vous soyez au rendez-vous. Mais en même temps, il faut pas. Si vous faites exactement tout comme c'était dit ou comme les gens s'y attendent, vous êtes très vite ennuyeux. Et donc voilà. Et pour tous les films, c'est comme ça. Effectivement, moi, alors, fort de mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est très simple. Ayant eu la chance d'avoir eu 2 succès, et il y a un truc dont il faut qu'on parle quand même, c'est la chance, je veux dire, qui est présente alors tout le temps pour à un moment donné pouvoir se permettre. C'est quand même beaucoup une histoire de chance. Toujours est-il qu'à un moment donné, ayant eu la chance de faire de succès, j'ai pu faire un truc qui était un peu. J'avais le droit de me planter d'une certaine manière. Donc j'ai utilisé mon droit de me planter pour faire ce film-là. Et il se trouve que, mais alors là vraiment, je n'y suis pas pour grand-chose. Le film a eu un succès encore. Enfin, là, je parle de The Artist, qui était encore plus, totalement inattendu et totalement imprévisible. Et donc voilà. Donc du coup, j'ai multiplié mes chances de me planter. Donc je viens de faire un film sur la Tchétchénie. Et non, là, ça ne devrait pas marcher, mais c'est pas grave. Non, là, je vous garantis que je vais me planter. Mais par contre, le film est bien. Donc, je vous engage à aller le voir. Mais, Et c'est la raison pour laquelle il y a aujourd'hui des crocodiles dans la Seine. Le directeur d'institution que vous êtes, Jean, est-ce que vous avez vu, pour reprendre la question, est-ce que vous avez vu chez les artistes que vous fréquentez l'audace disparaître parce qu'elle était trop confrontée au réel? C'est-à-dire que l'idée de départ qui était géniale, audacieuse, s'effrite au fur et à mesure, comme me disait notre
En fait, les idées s'enrichissent en se confrontant au réel. Est-ce que j'ai vu des échecs? On a tous vu des échecs. Pensons par exemple au Grand Verre de Marcel Duchamp, c'est un énorme échec. Il n'a pas fini, il s'est cassé, on l'a posé sur un fauteuil roulant qui a roulé. Et donc, ça n'empêche pas le mythe de se constituer. Hein. Donc, vous savez, Michel-Ange, pareil. Hein, donc, c'est Michel-Ange et Vinci, et on pourrait rajouter Duchamp, ces deux génies de l'inachevé. Comme si seul l'inachevé pouvait exprimer l'infini, disait Malraux. Donc les accidents en cours de route sont légion. En même temps, c'est assez frappant de voir des œuvres qui deviennent une annonce comme ça formidable d'une œuvre qui devrait être extra et qui est nulle. Par exemple, on parlait de Capour, il en a fait une totalement nulle. Sa tour de Londres, dans laquelle il rêvait énormément, tous les éléments de cette tour sont un échec. La collaboration avec l'ingénieur, la silhouette générale, il voulait montrer la détumescence de la société industrielle, et il a réussi, la détumescence est là, mais la beauté de l'objet, non. Voilà. Bonjour, je m'appelle Gwendoline, je suis étudiante en droit à Assas et en histoire de l'art à la Sorbonne. Et de par cette formation, quand on me parle d'art et de limites, automatiquement je pense à l'académisme. Et on a eu Delacroix, ensuite on a eu Courbet, les impressionnistes, qui les premiers ont osé rejeter les conventions de l'académie. Ils ont osé briser les règles, ils ont repoussé les limites de ce que le public pouvait accepter. Et depuis, les artistes ont continué à repousser ces limites. Est-ce qu'il reste une distinction, c'est une question pour Xavier Villan et Michel Hazanavicius, est-ce qu'il reste une différence entre art et provocation, ou est-ce que l'audace a effacé cette distinction? Et pour vous, Monsieur Deloisy, je voulais vous demander si vous aviez des limites, mais clairement, vous ne vous en imposez pas. Est-ce qu'au cours de votre carrière, quelqu'un a réussi à vous imposer des limites? C'est moi qui commence. Allez-y, Jean. Okay. Voilà. Donc, j'ai pas eu l'occasion d'avoir affaire à des circonstances dans lesquelles une œuvre, mais j'ai des collègues qui ont eu ces situations, hein, dans lesquelles une œuvre était impossible à montrer. Je me souviens en général, les sujets politiques sont très très délicats. Une seule fois, avec un artiste qui s'appelle Bernard Basile, que j'avais montré au Centre Pompidou, j'avais eu une difficulté, 2 fois en fait. Maintenant, je vais vous m'en rappeler une autre qui est assez curieuse. J'ai eu des difficultés, c'est des œuvres que j'ai montrées et qui ont dû être retirées en cours d'exposition. Une fois, ça a été un artiste qui s'appelle Wan Yongping, qui d'ailleurs sera la prochaine Monumenta, un artiste chinois qui vit en France depuis 89. Et il avait fait une œuvre qui s'appelait Le Théâtre du Monde. Et ce Théâtre du Monde, c'était des insectes de différentes espèces qui, donc tous les jours, on ouvrait les petits tiroirs comme ça qui vivaient à l'intérieur de cette demi-sphère qui évoquait le monde, effectivement, et c'était une sorte d'arène. Et les visiteurs voyaient les orvets dévorer en général les cafards. Et donc Brigitte Bardot s'est plainte et c'est vrai. Et donc j'ai été convoqué par le juge et j'étais obligé de retirer non pas l'œuvre mais de retirer les insectes de l'œuvre. Donc ça c'est un exemple d'une limite difficile à franchir. Il m'est arrivé aussi, alors c'était beaucoup moins drôle, c'était avec Bernard Basile, effectivement, il avait fait un jeu où le hasard faisait qu'on était dans différentes situations historiques et à un moment donné il y avait une image d'Hitler qui caressait son chien avec un air tellement gentil que ça a paru insupportable et donc on a dû retirer l'œuvre également, alors que c'était au fond, me semble-t-il, simplement une des circonstances du XXe siècle. Voilà. Mais là, il y a quelques jours, par exemple, on a hésité, juste un dernier exemple là-dessus, et puis on a hésité parce que on est en train de préparer une exposition qui aura lieu en février prochain, qui s'appelle Le Bord des Mondes et qui répond à une question de Marcel Duchamp qui est « Peut-on faire des œuvres qui ne soient pas d'art ?» Et cette exposition montre des créateurs qui ne se considèrent pas comme artistes et qui font des œuvres extraordinaires, qui un jour peut-être appartiendront à l'histoire de l'art, mais elles n'ont pas été produites dans ce champ-là. Et parmi les œuvres, il y a un criminel dont j'ai oublié le nom, qui a fait des photographies très extraordinaires de pieds de jeunes femmes avec la chaussure qui bâille. Et ce type est en tôle, c'est des filles qu'il a tuées, et donc on a hésité à le montrer et j'ai dit non. Voilà. Donc voilà un exemple où je ne suis pas allé. Xavier ? Je crois que la
question, il y avait un rapport entre l'audace et la provocation. Est-ce qu'il reste une différence entre art et provocation, ou est-ce que l'audace a effacé cette différence? Oui, il y a une énorme différence. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que depuis Marcel Duchamp, depuis les années 50, tous les gens qui ont fait des études d'art ont intégré, je pense, Marcel Duchamp, par exemple. Donc, tous les conservateurs de musées, aujourd'hui, savent ce que c'est qu'un ready-made ou qu'une forme d'art politique ou un art de l'évitement ou un art du retrait. Donc, il n'y a aucune provocation à manier ce qui a été historiquement provocateur. En plus, c'est un peu une posture. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, il y a très peu d'art politique. C'est-à-dire que si vous allez dans les musées, comparé à ce que vous voyez dans les années 80, par exemple, ou c'est un champ qui n'est pas utilisé. Alors ça pose une question aux artistes, parce que ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intéressé par le champ politique. Ça veut dire qu'on va l'utiliser d'une manière différente. Donc on va investir ce champ. Par exemple, moi, je m'intéresse beaucoup à l'économie. Je pense que c'est un champ très intéressant, et je pense que la structure du monde dans lequel on est, qui fait par exemple que dans le monde de l'art, il y a énormément d'argent, et qu'en dehors de ce monde, il y a inversement moins d'argent, que par exemple les riches sont plus riches pour le moment et les pauvres sont plus pauvres, c'est un domaine qu'on ne peut pas ignorer en tant qu'artiste. Et la position qu'on a par rapport à ça, c'est là que se situe la prise avec le réel. Et c'est pas du tout avec la provocation, par exemple, qu'on va réussir à traiter cette question-là. Donc, comment est-ce que ça se matérialise déjà, ce champ que vous explorez? Comment est-ce que artistiquement cette non-redistribution ou cette mal-redistribution de la richesse dans le monde, comment est-ce qu'elle peut se traduire? Est-ce que vous avez déjà des pistes de réalisation? Moi, je me fais pas un militant, mais par exemple, je fais des œuvres qui sont montrées dans des galeries, qui sont vendues à des gens qui ont beaucoup d'argent, et je fais aussi des œuvres qui sont dans l'espace public. C'est une tannée comme champ d'action, parce que on a toutes les contraintes, toutes les oppositions, etc. pour un résultat où on sort en fait d'un cocon protecteur et où on s'expose à pas mal de problèmes. Mais depuis une dizaine d'années, ça fait 15 ans que j'essaye de développer ce travail. J'ai mis 5 ans à pouvoir faire ma première œuvre dans l'espace public, parce que j'étais toujours évincé dans les concours, etc. Donc il y avait une vraie volonté. Et là, j'étais la semaine dernière à Tours, où il y avait la célébration des 10 ans du Monstre, qui est un personnage que j'avais créé, ça avait créé une polémique complète, assez locale. Et puis là maintenant, le Monstre, il y avait une fête très très marrante avec des enfants, avec des spectacles, etc. Et c'était drôle de passer de ça à la fête VIP de Canal+, ou à l'enregistrement. En sortant de la gare, en revenant de Tours, je suis allé à l'enregistrement de l'émission des 30 ans de Canal+, par exemple. On vit ce genre de grand écart de manière extrêmement intense dans le milieu de l'art. Par exemple, moi je travaille avec des entreprises. Là je fais ce projet avec Canal+, qui m'ont demandé de créer une exposition pour célébrer leurs 30 ans. Alors je travaille dans ce sens-là, c'est-à-dire il y a des commanditaires. Et puis je travaille aussi avec des entreprises qui sont des gens qui sont quelque part dans le Massif central, dans une fonderie, qui font du polissage, Donc j'ai un rapport à la fois comme donneur d'ordre. En fait, c'est pas du tout ça, parce que c'est un rapport très très intime, parce qu'il est lié à la production des œuvres. Et donc c'est des gens avec qui c'est pas des fournisseurs comme disent les galeries, ce sont des collaborateurs. Donc Michel, sur la provocation? Sur la provocation, quand vous parlez de l'art, en fait, vous parlez des beaux-arts, parce que je pense qu'on n'est pas dans les mêmes... le cinéma...
Non, dans le cinéma, par exemple, la bande dessinée, vous considérez que c'est quoi ça s'appelle le 9e art, c'est pour ça que je pose la question. Mais il y a des endroits où la provocation est possible. La notion d'art, elle est... Enfin, pour moi, en fait, je pense que pour vous, moins, mais pour moi, elle est un peu floue, en fait. Donc, j'ai un très bon copain, par exemple, qui s'appelle Riyad Satouf, qui vient de faire je ne sais pas si c'est de l'art, mais en tous les cas, c'est un livre qui s'appelle L'Arabe du futur. Lui, il est syrien. Enfin, il est né oui, il est syrien. Enfin, il a été élevé à Rennes et tout ça. Il se fait insulter sur les réseaux sociaux par des musulmans. Mais c'est violent. Enfin, c'est hyper violent. Enfin, comme si c'était une espèce de traître. Donc, moi, je suis fan de ce bouquin-là, mais donc visiblement, il y a quelque chose de très provocateur dedans. Après, la provocation, c'est pas non plus c'est pas non plus une valeur ultime. Je veux dire, Dieudonné est provocateur. Et après, quoi. Enfin, je veux dire, c'est provoqué pour qui, pourquoi, comment. C'est pas non plus, voilà. Enfin, disons que moi, je serais plus intéressé par la question des limites. Donc, je vais répondre à la question que vous avez posée à Jean. Et en fait, moi, je n'ai que des limites, en fait. Mon boulot, c'est vraiment... Je n'ai que ça tout le temps. Enfin, si vous vous posez la question, mon boulot est de travailler systématiquement avec ça. Je crois que c'est Kubrick qui disait faire un film, c'est essayer d'écrire Guerre et Paix dans un roller coaster. Donc, c'est impossible, en fait. Et Fincher, il a dit un truc pas mal, c'est vous essayez de peindre la Joconde, mais vous êtes sur une île... Et les peintres, ils sont sur une autre île et vous avez un talkie-walkie, en fait. C'est à peu près ça le principe. Donc vous êtes tout le temps limité par vos collaborateurs, parfois l'incompétence ou parfois la prise d'initiative de l'un, de l'autre, l'humeur de ci, de ça, de l'argent, du temps, des nuages, etc. Donc vous êtes tout le temps dans un truc, les limites, ce n'est que ça, quoi. Voilà. Mademoiselle. Bonsoir, je m'appelle Charlotte, j'étudie à l'EDEC. Moi, je voulais interroger les liens entre la liberté et l'audace, c'est-à-dire où s'arrête la liberté de l'artiste quand il fait preuve d'audace, et particulièrement quand vous avez tourné votre film The Search, est-ce que vous avez été bridé, est-ce que vous avez été contraint de mettre entre parenthèses votre liberté d'action dans le cadre de ce tournage ? Oui, mais pour aucune raison extérieure à moi-même. C'est-à-dire que le sujet que j'ai choisi, qui est donc la guerre de Tchétchénie, je vais essayer de faire court et de ne pas tomber dans le discours de promotion, voilà, mais les Tchétchènes ont perdu la guerre contre les Russes, et ayant perdu la guerre, ils n'ont pas eu le droit de raconter leur histoire. L'histoire est racontée par les gens qui gagnent les guerres, pas par ceux qui les perdent. À partir du moment où moi, n'étant pas tchétchène, n'étant pas russe, je prends la responsabilité et la liberté de raconter, ou l'audace, comme vous voulez, appelez ça comme vous voulez. En tous les cas, je prends la responsabilité de raconter leur histoire, qui, il me semble, c'est aussi important pour eux, ça l'est pour moi, mais ça l'est aussi pour eux, se pose un milliard de limites ou de contraintes liées au sujet, qui sont des contraintes aussi bien morales que historiques, que politiques et évidemment que cinématographiques, puisque c'est mon métier. Et comment voilà. Donc toutes ces questions-là, c'est aussi ce qui définit mon champ d'action. Et donc je ne les vis pas comme une... comment dire je ne les vis pas comme une prison, mais je les vis comme la définition du champ de là où doit être mon film. Et donc voilà, donc c'est pas du tout quelque chose de négatif. C'est au contraire, c'est l'élaboration d'un espace. Question ? Bonjour, je m'appelle Gabriel Alali, je suis acteur et étudiant en médecine à l'UPEC, et j'aurais une question pour chacun de vous. D'abord, Xavier Veillant, où est-ce que l'on puise en tant qu'artiste, où est-ce que l'on va trouver l'audace dans sa réflexion personnelle? Quelles sont vos sources pour trouver l'audace? Pour monsieur Jean Deloisy, quelle est la limite entre l'audace et la folie? Parce que finalement, tout ça paraît très proche. Et pour Michel Hazanavicius,
est-ce que l'audace, est-ce que l'engagement est la forme ultime d'audace? Est-ce que c'est à quoi on peut tendre au mieux? Voilà. Xavier, vous trouvez ça où, l'audace? Moi, je suis pas très audacieux. Hein. Enfin, pour moi, c'est pas tellement une qualité constitutive d'un artiste. C'est pas forcément un ingrédient majeur, je dirais. Par exemple, la curiosité, à mon avis, est plus importante que l'audace. Le sens pratique. Je crois que même le fait d'être un artiste invité autour d'une thématique comme ça, moi, je vois des gens autour de moi qui sont beaucoup plus audacieux que moi, mais ils font, je sais pas, ils sont profs de sport ou ils sont, pardon ? Ils sont moins connus. Ils sont moins connus, mais en fait, on essaye désespérément d'être normal en tant qu'artiste, dans le sens où on cherche justement à venir de ce domaine mental dont je parlais pour aller vers ce domaine réel. Et c'est cette adéquation qui est plutôt intéressante. Alors après ça, il y a une audace parce qu'il y a un moment où, comme disait Michel, il faut sortir un petit peu de ce que les gens attendent et créer des... D'ailleurs, tout à l'heure, je pense à cette question du format, par exemple. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut faire un film, s'il dure 3 heures, ça sera plus difficile que s'il dure 1h30. Mais je suis allé voir le film de Matthew Barney à la Cité de la Musique l'autre jour. Ça durait 6 heures. C'était assez douloureux d'ailleurs, mais pas à cause des 6 heures. En fait, il y a des questions sur le format des choses. On peut regarder des Vines sur Internet et avoir quelque chose en 7 secondes ou 6 secondes, je ne sais plus. Et puis, on peut aussi avoir l'expérience d'une exposition dans laquelle, ou d'un film comme celui de The Hour, les 24 heures de... le film avec The Clock de Christian Marclay, merci. Bon, qui est absolument génial et ça sort des formats et c'est très audacieux, mais c'est grâce à cette audace, là l'audace est constitutive de l'œuvre. Pour moi, on peut faire très bien des très bonnes œuvres qui sont sans audace. Jean, audace et folie. Très facile. En fait, il y a folie, enfin c'est assez compliqué parce que surtout à côté d'un psychanalyste, c'est assez difficile d'évoquer la question, mais néanmoins, il y a de la part de certains artistes une sorte de psychose expérimentale, de façon à, c'est-à-dire ce que disait Dali, l'unique différence entre un fou et moi, c'est que je ne deviens pas fou, mais je me mets dans des conditions exploratoires qui pourraient m'amener à une situation de décalage absolu, c'est-à-dire la folie se place quand, je suppose, on a l'impression de ne plus être entendu ou audible. Mais en même temps, l'histoire du XXe siècle est faite de fous immenses. Antonin Artaud, et le mot n'est peut-être pas juste, mais le mot fou. Mais Antonin Artaud et Nijinsky, c'est des artistes immenses qui parlent à tous et qui sont très importants. Alors, puisqu'on parle de la folie, je pense que quand on utilise, si vous le permettez, ce terme d'une façon très courante dans son usage le plus superficiel, mais on s'aperçoit que une grande partie de l'art dit des fous a été exclue complètement de l'histoire de l'art du XXe siècle. C'est une grande curiosité de se rendre compte qu'on peut aller encore aujourd'hui au Centre Pompidou et visiter l'histoire du XXe siècle sans voir l'art brut lui-même. On voit des Dubuffet qui a inventé le mot, mais on ne voit pas ce qui pourrait être considéré comme art brut, c'est-à-dire des singuliers sourds aux autres et qui développent leur propre travail de façon individuelle, indifférente à l'existence du monde et à d'autres histoires que la leur. Et pourtant, ces artistes ont incroyablement influencé les autres. Je sais pas, Annette Messager, par exemple, elle est très, très influencée par l'art des singuliers, en tout cas. Voilà. Donc il y a ça, il y a des artistes qui ne sont pas fous du tout et qui font un travail de réflexion expérimentale sur la psychose. Tout l'art psychédélique est né de cela, par exemple. Il y a ceux qui sont
tombés dans une sorte de solitude effrayante parce qu'à un moment donné, leur travail les a attirés vers quelque chose qui était d'un autre ordre. Et puis il y a ceux qui choisissent des voies silencieuses et qui, parce que peut-être ils font, je fais une petite boucle avec la question précédente sur les œuvres impossibles, je ne sais plus quel était le mot, c'était pas impossible, c'était choquante, débordante, insolente, pardon, provocatrice, voilà, c'était le mot que je cherchais. Eh bien, pour donner l'exemple d'un type d'œuvre inaccepté encore dans le champ de l'art, il me semble-t-il, hein, les artistes qui travaillent sur la nullité, le fiasco, le grotesque, etc. Je pense à Jacques Lizen, par exemple, qui est un artiste belge extraordinaire, un des plus grands artistes, à mon avis, d'aujourd'hui, mais qui se comporte comme et qui fait un travail dans lequel qui est un travail pitoyable, mais qui est pitoyable et devient merveilleux parce que justement, il nous permet d'avoir accès à un genre de sublimation, c'est-à-dire de pouvoir élever le très bas, si je puis dire. Voilà, c'est une définition convenable. Voilà. Et bien donc voilà, ça c'est des gens qui sont à la limite d'un risque de folie par cette audace-là, de proposer un art qui ça confronte à une surdité. Voilà. Il y avait une question sur l'engagement, c'est ça, pour Michel ? C'était l'audace et l'engagement, hein, c'était la différence. Est-ce que l'audace, c'est la forme ultime d'engagement non, est-ce que l'engagement est la forme ultime de l'audace? Audace de l'engagement et engagement de l'audace, donc. Je sais pas, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis pas non plus théoricien. Après, disons, sur l'engagement, je pense que c'est... Moi, je suis né en 67, donc j'ai commencé à comprendre un peu des choses dans les années 70. Et l'engagement, voire le militantisme, c'était une valeur positive. Et puis après, dans les années 80, ça s'est complètement inversé. Et vous parliez de l'audace de Canal+. L'audace, c'était l'ironie. C'était la mise à bas du premier degré. Et il me semble qu'aujourd'hui, l'ironie a fait... beaucoup, et j'en étais un agent actif de cette ironie. Je pense que cette ironie a fait beaucoup de dégâts, malgré tout. Il y a eu un travail de démolition un peu systématique. Et effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, il y a un truc audacieux. Après, si vous voulez, on peut poser des questions sans le mot audace aussi, si vous voulez, mais ce qui vous intéresse, quoi. Mais donc effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être un truc... accepter de se mettre au premier degré aujourd'hui, il y a un truc un peu couillu plutôt qu'audacieux, pour changer, quoi. Couillu, c'est un synonyme. L'art, donc j'enlève audace et je mets couillu à la place. Donc l'art couillu sans limite, point d'interrogation. Merci d'assister à ce débat. Ou plutôt couille et limite, en fait, ce serait... Non, voilà, donc effectivement, je pense qu'il y a un truc... Il est déjà 19h30, on va essayer de serrer un peu les questions et les réponses. S'il vous plaît, mademoiselle. Donc, bonjour, bonsoir. Donc, je m'appelle Marie, je suis à l'école Camondo et j'aurais voulu savoir, donc c'est une question qui s'adresse à Jean Loissy, en tant que commissaire d'exposition, est-ce que vous avez pu vous faire prendre conscience à des artistes que ce qu'ils faisaient n'était pas totalement adaptable aux circonstances. Enfin, je veux dire, est-ce que des artistes viennent vous voir avec un projet et c'est vous qui dites non, ça va pas être possible? Comment ça se passe la collaboration entre vous et l'artiste? En fait, c'est très très différent selon les circonstances, comme toujours. Il y a des artistes, c'est pas la peine de trop discuter avec eux. Ils ont une idée extraordinairement précise et le rôle du commissaire est plutôt d'être un facilitateur de sa relation avec les aspects techniques du lieu. Si vous travaillez avec Buren, vous n'avez pas grand-chose à faire, en fait, en gros. Toi, tu le connais bien. Et si vous lui dites que la bande n'est pas au bon endroit et que ça serait quand même beaucoup plus beau dans la perspective, il change rarement d'avis. Donc, il décroche en général. Donc, donc il y en a qui sont comme ça. Puis il y a d'autres artistes avec lesquels c'est un long travail et une longue discussion. Non pas qu'il y ait une faiblesse de leur part de ce point de vue-là et qu'ils n'aient pas une idée très précise de l'espace, mais le rôle d'un commissaire, c'est aussi de
c'est aussi un travail très narratif, c'est-à-dire de construire non pas un montage comme on le ferait au cinéma, mais un montrage. Mais c'est fait un peu de la même façon, c'est un phrasé qu'il faut trouver, des coupures qu'il faut faire dans le récit, réussir à faire apparaître l'œuvre comme un surgissement et une stupeur. C'est des moments qui doivent être extraordinairement méditatifs et qui s'enchaînent avec un autre où ça doit être au contraire une sorte d'environnement dans lequel plus immersif et dans lequel vous êtes plus dans la sensation. Il faut pouvoir organiser le passage de la sensation à l'affection. Donc ça, il y a des artistes qui sont très sensibles à ça et le dialogue est très intéressant aussi. Et puis il y a des très jeunes artistes qui ont envie d'en montrer beaucoup et un peu plus et d'en rajouter un rang sur le dessus et ils se rendent pas toujours compte que l'incarnation de leur œuvre ne se lit pas tellement. Et puis il y a le choix des œuvres dans l'œuvre d'un artiste. Au fond, un artiste qui a une langue très construite comme Xavier aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à dire, mais il est très ouvert à la conversation sur les situations, etc., la façon dont s'insère l'œuvre. Par contre, un artiste qui essaye de commencer à dire, tout à l'heure l'un d'entre vous disait, c'est le moment où je dis je qui compte, hein. C'est-à-dire le moment où une parole devient, quand l'artiste dit je, c'est quelque chose qui est très très important. C'est le moment où il invente une parole qui n'appartient qu'à lui-même, où il invente un signe, ou une forme, ou une attitude, ou un visible qui n'appartient qu'à lui-même. La question d'une parole qui ne soit qu'à soi est essentielle. Et il y a un moment où vous vous rendez compte dans l'atelier, que dans ce qui va être montré, qu'il y a une zone où il a dit quelque chose qui n'appartient vraiment qu'à lui et qui va donc lui apporter énormément comme chemin et qui va nous impressionner. Et souvent, un artiste assez jeune a besoin de ce moment-là. Et votre intervention peut être bonne, ou alors parfois aussi c'est une catastrophe, on a foutu sa carrière en l'air, mais on dira que c'est de sa faute. Jeune homme, monsieur. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste, je suis à l'ISEFAC en marketing du luxe, de la mode et du design. Waouh. Et donc, j'ai une question qui s'adresse à vous trois. Est-ce qu'à force d'audace de la part des artistes, n'arriverons-nous pas en fait à une dérive de l'art? Est-ce qu'un jour, la provocation ne va pas effacer l'émotion? Waouh. Si. Non, moi je suis né en 63 et j'ai vécu par exemple le moment du punk en France qui était plutôt en 79 qu'en 77 et cet esprit, cette ironie, ce deuxième degré dont tu parlais. Donc il y a une provocation, il y a par exemple dans tes films, pardon je te tutoie tout à coup, mais ça y est. C'est avec plaisir. Vous pouvez y aller. Il y a une dimension de provocation dans ce qui déclenche le rire, par exemple. C'est évident que s'il n'y a pas de provocation à un moment, ça marche pas. Mais dans mon domaine, cette provocation n'est pas... Il y a une provocation, il y a un choc qui va se passer, qui est un choc visuel, et ce choc va avoir un impact. La chronologie, par exemple, d'une exposition, tu parlais de comment montrage par rapport au montage, mais on a une progression. On peut aller au Palais de Tokyo aujourd'hui et rester 40 secondes ou 4 heures, et c'est une décision qui est propre au spectateur. C'est plus difficile au cinéma, par exemple. Mais on doit créer des impacts, des séquences, des moments où il y a une image, une idée qui va envahir l'univers de la personne qui le regarde. Ça peut être une forme de choc, mais c'est pas une provocation dans le sens où il peut y avoir une volonté de créer un rejet, de créer un choc. Donc. Mais l'idée de la provocation, pour moi, elle est vieille en fait.
elle est beaucoup moins forte parce que c'est extrêmement facile de provoquer. Vous savez très bien, par exemple, si je suis invité à faire une exposition dans une institution, c'est sûr que Bernard Basile, qui est un artiste génial par ailleurs, et quand on manie l'image de Hitler, on sait que c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus risqué que de décider qu'on met du rouge à la place du bleu. Bon. Mais la provocation elle-même, elle est extrêmement facile à atteindre. Si vous faites quelque chose avec des enfants tout nus, avec certaines... vous savez très bien, c'est un automatisme. Et puis il y a aussi un domaine... On croit toujours que l'art est quelque chose de personnel, c'est-à-dire le moment dont tu parlais où l'artiste dit « je », mais il peut se planter, il peut faire une erreur, et ce jeu n'est pas forcément très intéressant non plus. C'est-à-dire que le moment de la provocation, parce que il y a telle idée, je pense à comment il s'appelait, Oleg Kulik, voilà, qui faisait des vidéos avec des chiens, et on savait pas très bien ce qui se passait, mais c'était terrible. Il était chien lui-même, ouais. Et ben, c'est vraiment, enfin, je veux dire, il y a une sorte de convention dans la provocation qui est, enfin, je pense dire que son travail est pas inintéressant par ailleurs, mais il y a un moment où on appuie sur un truc qui est tellement automatique que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, au moins en tant qu'artiste. Et donc, ça fait disparaître l'émotion, parce que c'était ça, hein, l'idée de. Disons que ou est-ce que c'est le contraire, la provocation est tellement, voilà. Oui, non, il peut y avoir une émotion, mais c'est la qualité de cette émotion qui n'est pas très intéressante. Michel ? Et puis, il n'y a pas que l'émotion ou la provocation. Enfin, je veux dire, le champ est quand même bien plus libre. Tuer l'émotion en soi, même ça, ce ne serait pas si grave. Si c'est au profit de quelque chose, je veux dire, qui crée de l'intérêt, je veux dire, on peut avoir un rapport très cérébral à une œuvre et c'est pas grave. Et donc voilà. Après, le truc de la provocation, ça a l'air de vous travailler. Alors, je vais vous montrer mes fesses. Non, pas du tout. Non, waouh. Non, mais je veux dire, le truc de la provocation, on est aussi dans une époque où, depuis quelques années, Internet et le numérique fait qu'on est dans un bruit total. C'est-à-dire que la provocation, aujourd'hui, il faut quand même y aller vraiment. C'est-à-dire, donc cette idée, elle est pervertie d'une certaine manière. Ça ne marchera pas. Depardieu était très provocateur quand il est arrivé, ne serait-ce que par sa gueule et par son phrasé et par son jeu, à secouer, et les mots de Bertrand Blier ont secoué la France dont tu te souviens. Non, mais la France de Gaulle et de Pompidou, ils ont secoué cette France-là. Aujourd'hui, pour choquer, Depardieu fait des déclarations et copains avec des gens qui sont assez infréquentables. Le niveau de provocation a complètement changé, et la prise de liberté, parce que évidemment, moi, je ne peux pas cautionner les trucs de Depardieu. Enfin, c'est Depardieu, je n'ai pas à cautionner ou pas à cautionner. Il n'empêche que c'est quand même cette prise de liberté-là, elle n'a rien à voir avec la prise de liberté qu'il a incarnée 40 ans avant. Et donc voilà, donc c'est pas encore une fois c'est pas une valeur, mais je pense que la liberté, c'est justement s'affranchir de dire que l'émotion est la valeur ultime, la provocation est la valeur ultime. Il n'y a pas de, vous faites ce que. Mais je pense même que la provocation, elle est ailleurs, dans un autre champ. C'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas tous des voitures électriques qui marchent et qui ont 1000 km d'autonomie ? Pourquoi enfin, je veux dire, il y a plein de questions très anecdotiques, très bêtes au quotidien, qui sont extrêmement choquantes et qui sont des provocations, à mon avis. Comment est-ce qu'on a réussi à ne pas développer, avec le degré de connaissance qu'on a, avec le degré d'échange qu'on a, à ne pas développer certains domaines, par exemple, on sait tous ce qu'on veut, en gros, et on n'y arrive pas. Il y a plein de gens qui n'ont pas accès à une nourriture correcte. Je parle en France même. Bon, moi, je trouve ça beaucoup plus provoquant que de voir un sapin de Noël ou un god anal sur la place Vendôme. C'est-à-dire que cette idée, elle s'est complètement déplacée, quoi. Et je pense aussi qu'il y a une certaine convention autour de cette idée même.
Jean-Oulier, sur Oui, les... alors, sur les- je vais te faire deux, trois remarques brèves sur Je pense que à propos de l'émotion, ça serait assez emmerdant si les artistes n'essayaient pas de sortir de la zone construite de la grammaire de leur moment et de leur époque. Donc heureusement, ils transgressent, ils ont de l'audace et ils vont chercher d'autres langages. Je pense que quand Mallarmé dit « la destruction est ma Béatrice », par exemple, il exprime quelque chose qu'il a fait et effectué sur la poésie de son époque, et c'est extraordinaire et c'est essentiel. Heureusement qu'il l'a fait pour nous amener effectivement à d'autres émotions. Picasso a été le plus grand destructeur du XXe siècle, ça a été un constructeur de nouvelles émotions, de nouvelles formes, de nouvelles sensations extraordinaires. Donc on peut, moi je conteste le rapport émotion et préservation de l'émotion par l'absence de renouvellement des formes. Est-ce qu'un renouvellement des formes, une destruction des formes du moment est une provocation ? Pas forcément, mais c'est en tout cas une évolution et une évolution tout à fait nécessaire. Vous parliez de l'émotion, donc et j'en parlais tout à l'heure par rapport au jeu, et effectivement est venue dans le débat cette question du jeu qui n'est pas la seule réponse possible à l'art. Par exemple, la beauté d'indifférence imaginée par Marcel Duchamp, cette beauté dans laquelle il n'y a aucune expression psychologique de soi dans l'objet fait, qui est quelque chose que l'on retrouve dans le travail de Xavier Vélan, par exemple, ou bien dans le travail de Capour, ou bien dans le travail de Brancusi. Donc à un moment donné, quand il fait le fameux oiseau, eh bien, il essaye trois choses. Il essaye de faire une forme qui synthétise un ensemble de mouvements en une seule forme. Il essaye de retirer l'orgueil de l'oiseau prenant son envol, qui était une figure traditionnelle de l'héraldique, et il essaye de se retirer totalement de l'œuvre pour qu'il n'y ait aucune expression psychologique de lui-même. Donc voilà ce qu'il dit de son oiseau. Et donc c'est un moment assez intéressant, c'est-à-dire qu'il ne cherche absolument pas à transmettre une émotion de lui, mais c'est pas du tout ce que vous disiez, hein, mais je reviens sur une partie plus ancienne du débat, et je conclus ainsi pour l'instant. Ouais, trois questions, parce que je voudrais que la salle puisse aussi poser des questions. Donc, hein. On va faire vite. Alors bonsoir, je suis Louis Frison de la Motte, je suis également étudiant en management et marketing en luxe mode et design. Alors moi j'ai une question qui va s'adresser à Xavier Vélan, Jean Deloisy et Michel Azanavicius. Vous êtes tous les trois donc des artistes, des personnes audacieux dans votre travail, c'est pour ça que vous êtes là. Quand on vous invite au château de Versailles pour faire une exposition, on s'attend quelque chose d'un peu sensationnel. Quand vous nous expliquez l'exposition de Anish Kapoor Monumenta, pareil, quand vous prenez un artiste OP de Tokyo, c'est qu'il y a un aspect audacieux dans son travail, sensationnel, et quand vous justifiez de millions d'entrées au box-office avec un film en noir et blanc sur lequel on pariait pas trop au début, c'est qu'il y a eu un côté audacieux. Est-ce que par rapport à ça, même quand on est journaliste, est-ce que quand vous parlez d'un artiste, c'est qu'il a été audacieux parce que vous savez que les gens vont lire l'article? Est-ce que par rapport à ça, vous pensez qu'un artiste se doit systématiquement d'être audacieux pour exister? Ou couillu. Hein, ou couillu, oui, on peut dire couillu aussi. Alors non, moi personnellement, j'ai aucune. Les autres font ce qu'ils veulent. Moi, Non, mais les autres artistes font ce qu'ils veulent. Chacun fait ce qu'il peut. D'abord, vous n'êtes pas que artiste. Il y a toujours ce truc aussi des déterminismes. Tout d'un coup, là, on est des artistes, mais moi, je suis père de famille. Je suis parisien. J'ai plein d'autres trucs qui font que je suis réalisateur plus que artiste réellement. Donc, c'est pas un artiste fait ceci, fait cela. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les décisions que vous prenez sont des décisions que tous ces mois prennent en accord ou en désaccord. Mais c'est vrai que, par exemple, si je dois aller tourner à l'étranger, j'ai 4 enfants, il faut que je réfléchisse à comment ça s'organise. C'est idiot, mais donc je ne me sens pas du tout obligé d'être audacieux. Par contre, le seul truc que j'essaye de préserver, moi, c'est le fait de suivre mes désirs du moment. Voilà. Et j'essaie de bien l'expliquer à mes enfants, mais effectivement, c'est plus ça. La question de... par exemple, si tout se passe bien, mon prochain film sera une comédie américaine assez classique. Alors, d'aller tourner aux États-Unis, c'est peut-être audacieux, j'en sais rien, mais en tous les cas, c'est un film beaucoup plus simple que celui que je viens de faire. Voilà. Et j'en suis hyper content. Voilà. Moi, je ne suis pas artiste non plus, mais votre question, je dirais la chose suivante. Il se trouve que n'étant pas artiste, je suis passionné par eux, et mon métier, c'est au fond d'affirmer la qualité de quelques-uns et de faire tout pour qu'on me croie.
Et donc je m'oblige à répéter le nom de Xavier Vélan 10 fois par jour à tous mes interlocuteurs pour qu'on sache que je pense que c'est un très grand artiste. Donc c'est ça mon boulot, c'est un petit peu stalinien, j'ai mon marteau et j'enfonce le clou. Mais néanmoins, au fond, une partie de mon travail consiste à croire profondément que l'artiste est incroyablement, non pas audacieux, mais aventureux. Il s'exporte, il s'expose sur des terrains fragiles en formulant des hypothèses qui ont été peu envisagées jusqu'alors. Et je pense que plutôt qu'audacieux, et que couillu d'ailleurs, je dirais qu'il est aventureux. Et il y a une notion d'aventure que je trouve très belle et qui fait que il me semble aujourd'hui, dans un monde fini, etc., l'artiste est une des personnes de notre société, et c'est ce qui explique d'ailleurs cette étrange fascination qu'il nous procure, fascination qui n'est pas sans falsification par moment d'ailleurs. L'artiste nous offre une des aventures les plus pures que l'on peut avoir avec la route du Rhum, peut-être. Voilà. Xavier, vous êtes donc un grand artiste. Non, c'est le rapport avec l'aventure. Moi, je dis souvent ça, j'en parle souvent avec les gens avec qui je travaille, parce que quand j'ai fait ma première expo à la toute fin des années 80, les gens étaient témoins que le monde de l'art était microscopique. Il y avait 50 personnes. Je suis né en 57. Hein. Ça n'intéressait que très peu de gens. Et aujourd'hui, l'art est une aventure, mais c'est une aventure parce que on est dans une période absolument exceptionnelle. On ne le voit pas parce que chacun est dans des questions un peu égotiques ou parfois heureusement retourné sur son propre travail, mais on vit une période incroyable. Et il y a une nécessité de conscience de cette période d'ailleurs. Donc on vit une aventure avec des dimensions extrêmement positives et extrêmement négatives. Et en gros, les mouvements sont très amples, hein, et il faut savoir se situer. C'est une responsabilité en tant que d'être un observateur plutôt qu'un observateur. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais quelqu'un qui regarde. Et on doit tenir compte de ça. Voilà. Donc c'est là où il faut avoir cette conscience dont je parlais au début. Donc bonsoir à tous. Alors moi je suis en Master 2 Droit des affaires, marché de l'art à Paris 1. Ma question s'adresse à vous trois et découle en fait donc un peu de ma formation. Il y a un économiste qui s'appelle Schumpeter qui a décrété en fait que le développement économique c'était un changement de normes. Pour moi, la création artistique et la création culturelle en général, c'est aussi la même chose, c'est un changement de normes. Or, ce qu'on voit aujourd'hui avec la mondialisation, c'est que avec le règne de l'immédiat, de l'instantané, de la consommation, ce qui a été déjà critiqué par l'international situationniste il y a bien longtemps. Aujourd'hui, en fait, on est face à des créations culturelles qui pourraient être ritualisées, encadrées, qui sont un peu consensuelles, parce qu'on essaye de répondre à une demande de festival, une demande de foire, de public, du marché en général. Du coup, ma question en fait, elle va concerner donc le commissariat d'exposition, aussi bien la production artistique que la production cinématographique, et c'est de savoir en fait concrètement si au final c'est pas le public qui serait la limite de l'art. Ça demande, tout à l'heure on a parlé de Bardot, on peut parler des problèmes juridiques, on peut parler de McCarthy avec ce qui s'est passé. Est-ce que du coup c'est pas le public qui limite l'audace du réalisateur, du commissaire d'exposition ou de l'artiste, parce qu'on a des contraintes de temps voilà. Je vais arrêter. En parlant de contraintes de temps, oui. Alors, est-ce que le public est limitant ? Moi, c'est ma matière première, le public. C'est-à-dire qu'on imagine toujours que l'artiste doit s'abstraire de ce que les gens vont penser de son travail. Et moi, c'est exactement le contraire que je fais toute la journée. C'est-à-dire que je pense à quelque chose, j'en parle à la première personne qui est à côté de moi,
Souvent, c'est à mon atelier où on est une dizaine, alors on en discute. Et après ça, j'essaie de me projeter dans la réaction que ce public va avoir. D'ailleurs, c'est pas le public n'existe pas. C'est des gens comme vous et moi. Alors que je crois qu'il y a une certaine pression, effectivement, qui est par exemple l'autocensure, la projection de ce qui va plaire ou pas. Par exemple, un très bon conseil que je donnerais à tous les artistes, si vous faites une exposition quelque part, si on vous dit non, demandez que la personne qui vous dit non soit la personne en charge du domaine d'où vient ce nom. Par exemple, un pompier. Bon. Ne laissez pas Jean dire non à la place du pompier, demandez à parler directement au pompier. Et c'est une bonne règle. Ouais. Et donc on doit... Donc on doit composer. On doit composer, mais moi, ma matière première, c'est le public. Donc je ne pense pas du tout à ce public comme une limite. Je pense à ce public comme un but. Alors je répondrai de mon côté pour dire que j'ai connu l'art quand j'ai commencé à travailler tout début des années 80 dans ce merveilleux domaine. J'ai connu l'art sans public. J'ai connu l'art où il y avait 3 musées en France qui montraient avec beaucoup de difficultés un peu d'art contemporain. Il n'y avait pas de fonds régionaux, pas de centre d'art, pas de revue. S'il y avait Art Presse, il y avait une revue et rien d'autre. Et des associations courageuses qui montraient de temps en temps des artistes, mais ils les montraient aux 5 copains qui étaient dans la même ville ou village, etc. Donc, ce qui est extraordinaire dans l'art, c'est qu'il existe sans public ou avec un public extraordinairement restreint. Il y a des artistes aujourd'hui, je pense qu'on va montrer, nous, dans quelques jours, un artiste qui s'appelle Patrick Neuil, qui vit en Lorraine, dans une forêt. Il est très peu connu, et il a 50 ans, il n'a pas de public, et c'est un artiste immense. Et en fait, on s'intéresse toujours aux artistes émergents, mais il y a des artistes immergés qui sont passionnants quand ils continuent leur œuvre avec une obstination folle. Donc, et lui, son travail, qu'il y ait du public ou pas, il ne le ferait pas. Il travaille pour 4 copains qui sont dans le même département et c'est parfait. Il y a des grands artistes qui n'ont pas eu de public pendant des années. Je pense, on a montré Jules Leparc qui vit depuis 54 à Cachan. En 66, il a le Grand Prix de Venise. Et puis en 72, il fait sa dernière exposition en France et il disparaît complètement jusqu'à ce qu'on le remonte il y a 3 ans. Et maintenant, il est à Serpentine, partout, etc. Donc, il y a ces moments curieux. Comme on est dans un moment d'hyper-médiatisation, évidemment, il y a beaucoup d'artistes qui sont connus à un moment donné. Pensez à Sandro Chia, ces artistes de la trans-avant-garde, par exemple, qui ont été des grandes figures du marché de l'art tout d'un coup. Et qui aujourd'hui sont, ils n'osent même pas entrer dans une galerie, quoi. Donc, enfin, j'exagère un peu, mais au fond, il y a une sorte d'évolution. L'artiste maudit n'est pas celui qui n'a pas été connu, c'est celui qui a été incroyablement connu et qui subit une disparition qui doit être d'une brutalité à supporter incroyable. Voilà quelques éléments de réponse. Michel, un complément de réponse ou oui, un complément. C'est-à-dire que moi, je pense que, en fait, par rapport à votre définition de faire bouger les normes et tout, moi, je pense que je fais un métier beaucoup plus trivial que celui-là, enfin que le vôtre. Nous, on a quand même besoin de public et le cinéma est vraiment à la fois potentiellement peut être de l'art, mais est concrètement aussi de l'industrie, parfois de l'industrie lourde. Donc voilà, on a des contraintes de public, c'est évident. Maintenant, on a le droit aussi de faire du cinéma expérimental. Le tout est de trouver l'adéquation entre le type de public que vous êtes capable de toucher et l'économie qui va avec. Il y a des gens qui font des films très expérimentaux, qui font bouger les normes, c'est leur vocation. Ils s'affranchissent du public en mettant en place des moyens de production très faibles. Si vous voulez, plus vous voulez être entre guillemets mainstream, plus effectivement vous avez des comptes à rendre à des financiers qui eux se rémunèrent sur le public. Et après il y a un autre truc, c'est que nous, à la différence de vous, on a le mercredi 14h. C'est là où ça se passe. Si vous êtes mort le mercredi à 14h, vous êtes mort toute votre vie. Je parle du film. Donc il y a quand même un truc. Il faut. C'est pas seulement un jour c'est pas un jour on va penser que mon film il est bien. C'est mercredi 26 novembre à 14h. Il y a intérêt à ce qu'on pense que mon film est bien, parce que sinon, je suis mort. Donc, il y a un truc c'est très particulier. Donc, oui, d'une certaine manière, le cinéma, il y a des contre-exemples, mais il est plus consensuel et il a plus de comptes à rendre au public. Ouais.
Si vous me permettez simplement d'ajouter une chose par rapport à quantité, qualité, on est dans un monde de l'algorithme et dans un monde de la mathématique. Et ce qui a pourri le service public d'une certaine manière, c'est aussi l'audimat. Pas qu'il faille faire de la télévision pour personne, mais simplement à partir du moment où on est trop attentif au public, on devient audimateux, comme si c'était une maladie. Et aujourd'hui, l'audimat n'existe plus. L'audimat permet parfois à un rédacteur en chef de dire « je fais ce que les gens veulent », mais les gens préfèrent parfois un fait divers à l'interview exclusive du premier président noir d'Afrique du Sud. Que décide le journaliste? Une vraie question. Aujourd'hui, on n'a plus l'audimat, on a le clic. Et le clic est immédiat. Autrement dit, sujet, verbe, complément, adverbe. Si on clique moins sur l'adverbe, la tentation, si on veut faire ce que les gens veulent, c'est de supprimer l'adverbe. Donc on voit bien que la question du public, la question de la quantité est centrale aujourd'hui, alors qu'on est dans l'algorithme, et c'est fondamental. Et Marcel Julien, qui m'a embauché à Antenne 2 quand j'y suis arrivé il y a quelques années maintenant, me disait profitez-en jeune homme, on était au milieu des années 80, fin des années 80, l'ambition de la télévision aujourd'hui, c'est de faire de l'abruti fidèle. Je cite dans le texte. Mademoiselle, vous avez droit à la dernière question du panel et ensuite je voudrais que la salle puisse poser 3 questions. D'accord, merci. Bonjour, je suis Anna. Je fais une thèse à l'ESCP sur la place de l'art dans la shopping expérience. Et donc, j'ai une question pour Jean Deloisy. Nietzsche a dit que l'art nous est donné pour nous empêcher de mourir de la vérité. Or, aujourd'hui, certaines œuvres contemporaines offrent un regard désenchanté, parfois extra-lucide, sur le monde. Et quelle serait dès lors la nouvelle fonction de l'art? L'art nous a été donné pour ne pas périr de la vérité. C'est Nietzsche dans La naissance de la tragédie, je suppose. Et en fait, je trouve que c'est... Quand vous dites quelle est la nouvelle fonction de l'art, ce qui m'intéresse, c'est de m'interroger sur savoir si, par hasard, ce ne serait pas exactement la même. C'est-à-dire essayer... Au fond, est-ce que l'art d'aujourd'hui, en dépit des ruptures, des destructions, des évolutions, des scandales et des audaces dont on a parlé, ne nous pose pas exactement les mêmes questions qu'il y a 20 000 ans? De mon point de vue, l'art ne nous a pas été donné pour périr de la vérité. La façon dont j'essaierai de le voir et de comprendre cette phrase, c'est plutôt est-ce que l'art ne nous apporte pas la possibilité de nous confronter à la totalité de nos illusions et de les surmonter? Est-ce que l'art n'est pas un instrument extraordinaire pour explorer la totalité de ce qu'est être un être vivant? Quand Bataille parle de la littérature et du mal, et il dit voilà, le mal, la littérature l'aborde de façon ludique parfois, mais il l'aborde parce que on voit l'homme entièrement, et on peut donc aller au-delà. Il me semble vraiment que l'art est une anthropologie aussi, par moment, c'est-à-dire une exploration de la totalité de l'humain, de l'humanité de l'humain. Comment peut-on savoir ce que nous sommes? À quoi nous servirait l'art s'il ne nous proposait pas au moins cela? Et c'est pour ça que l'art peut nous paraître noir, sombre parfois. Effectivement, si vous faites défiler devant vous les tableaux des 20 derniers siècles, combien de martyrs, de souffrances, d'assassinats, on se régale à voir un carnage gigantesque. Les musées sont des champs de cadavres inouïs. Il n'y a pas une invention. Il suffit d'aller voir l'exposition de Sade, qui est de toute beauté au musée d'Orsay. Vous verrez la joie de la douleur, la joie d'assister au martyr. L'invention est sans limite. L'humain nous le montre. Le XXe siècle et le XXIe, malheureusement aussi, nous le montrent d'une façon inouïe. Et l'art nous y confronte. Et c'est pour ça, me semble-t-il, que l'art a une place très très singulière dans un monde séculier. Est-ce qu'il reste une ou deux questions dans la salle? C'est pas possible. On est obligé de fermer la salle. Alors pour des raisons de sécurité, je vais vous remercier et je vais remercier nos 3 intervenants. She recited some weird, strange, haunting poem, then laughed at a joke that was solely her own. I had to walk away, leaving the girlie alone, cause I knew her
type that same zombie clone. Hope she finds what she's looking for and fills that void before her mind is gone.